Nous allons voir dans ce chapitre, de façon très simplifiée, les différents moyens qu'a la cellule pour communiquer, et avec qui elle communique, c'est-à-dire en particulier les cellules et la matrice extracellulaire. L'organisme est constitué de 10 puissance 13 à 10 puissance 14 cellules d'environ 200 types différents. La spécialisation des cellules amène une dépendance les unes vis-à-vis des autres pour leur survie et leur fonction. Seule l'activité coordonnée des cellules spécialisées est viable, d'où le développement de multiples systèmes de communication. Voici le plan qui sera suivi dans ce chapitre. Nous allons voir que deux cellules peuvent communiquer de 3 façons différentes. Via des jonctions communicantes ou des jonctions gap, c'est-à-dire qui mettent en relation les cytoplasmes, des contacts physiques par le biais de structures spécialisées que sont les molécules d'adhérence, et les signaux diffusibles. Les cellules émettent et reçoivent ainsi de très nombreux signaux. Cette quantité importante de signaux, de différentes natures, implique l'existence de structures spécialisées dans la réception de certains signaux, ce sont les récepteurs. Le signal perçu est ensuite intégré pour aboutir à l'effet biologique. L'ensemble des messages parvenant à la cellule sont intégrés et modifient son activité, c'est la réponse biologique. La communication cellulaire est une nécessité comme nous venons de le voir. C'est une nécessité physiologique pour obtenir une coordination à l'échelle de l'organisme. C'est une nécessité biologique car une cellule isolée entre dans un programme de mort. Les cellules composant les organismes pluricellulaires sont des entités sociales, au moins dans les conditions normales. La cellule est une entité sensible à tous les paramètres de son environnement et ne réagit pas uniquement en fonction des signaux émis par les autres cellules. L'environnement cellulaire, ce sont d'abord les autres cellules, la matrice extracellulaire, c'est-à-dire des protéines formant un support physique ou substratum, et le fluide dans lequel baignent ces cellules qui contient des ions à un pH particulier, une pression osmotique. À l'exception d'une brève description de l'adhérence cellulaire à la matrice, nous nous limiterons dans cette partie à la communication cellule-cellule. Nous allons commencer avec les jonctions communicantes. Vous avez ici une vue en microscopie électronique à transmission, en haut à gauche, et en microscopie électronique à balayage, en bas à gauche, d'une jonction communicante ou jonction gap. Les jonctions gap sont des zones discoïdales de 0,2 à 0,3 micromètres de diamètre. Ce sont des zones de rapprochement des membranes plasmiques de deux cellules voisines, donc l'espace intercellulaire est réduit à 2 ou 3 nanomètres, comme on le voit sur la photo en haut à gauche. Ces structures regroupent plusieurs centaines de pores ou canaux. À droite, vous avez une vue schématique de la même jonction où on observe effectivement un certain nombre de pores dans une zone discoïdale. Les jonctions communicantes sont surtout présentes sur la face latérale des cellules épithéliales, mais on en retrouve également dans les fibroblastes, les cellules musculaires, les astrocytes, les neurones et d'autres types encore. Les pores sont des canaux transmembranaires mettant les cytoplasmes de deux cellules voisines directement en relation. Un pore est formé de deux connexons, l'un en face de l'autre, chacun situé dans une membrane d'une cellule. Chaque connexon est formé de 6 connexines, c'est donc un hexamère. Elles permettent le passage de petites molécules hydrophiles d'une taille inférieure à 1000 ou 1500 Dalton. Les jonctions gap constituent la méthode de communication la plus directe entre deux cellules. Elles n'ont pas de rôle mécanique, car elles sont très peu ou pas du tout en relation avec le cytosquelette. Les connexines qui constituent ces canaux sont une famille de glycoprotéines membranaires de 23 à 43 kDa selon les tissus. Elles contiennent 2 domaines extracellulaires très conservés, 4 domaines transmembranaires en alpha-hélice hydrophobes, et les extrémités N et C terminales intracellulaires. Elles se mettent en relation de façon homophile et cela est dépendant du calcium. Comme on le voit sur la figure de droite, cette structure peut glisser pour se fermer, ainsi la jonction gap n'est plus opérationnelle. Le rôle des jonctions gap est le couplage métabolique, donc le passage de petites molécules, ou électrique, donc le passage d'ions, entre des cellules voisines. Elles sont en particulier utilisées pour le passage des métabolites, donc les sucres, les acides aminés, le passage des peptides et des nucléotides, donc l'ATP, l'ADP, l'AMP et l'AMP cyclique.
L'AMP cyclique, ou AMPC, est un second messager, nous verrons plus tard, qui peut passer d'une cellule à l'autre, ce qui étend la réponse aux cellules voisines de la cellule stimulée. Par contre, il n'y a pas de passage de protéines ou polysaccharides et acides nucléiques. Ces jonctions sont à la base de la communication au niveau de la synapse électrique. C'est une transmission qui est bidirectionnelle avec un délai synaptique quasiment nul. Cette synapse est donc particulièrement bien adaptée à la transmission d'un rapide potentiel d'action d'une cellule à l'autre. Elle est essentiellement retrouvée chez les invertébrés pour la fuite des insectes ou des poissons. Chez les vertébrés supérieurs, elle est plutôt rare. On va la retrouver dans l'hippocampe pour des phénomènes de mémorisation ou au niveau des cellules musculaires lisses de l'intestin pour le péristaltisme. Nous allons voir à présent que la synthèse et la fonction de ces jonctions est régulée afin de réguler justement la perméabilité. Les jonctions GAP servent notamment à la synchronisation des contractions musculaires. C'est le cas par exemple dans le myomètre. Leur synthèse est importante juste avant l'accouchement, sous l'influence des œstrogènes. Cela va améliorer la synchronisation des contractions du myomètre. Puis, cette synthèse va diminuer et le nombre de jonctions communicantes va diminuer également après l'accouchement. L'ouverture et la fermeture également du complexe peut être régulée par rotation des connexines, ce qui change la conformation. Une augmentation importante de calcium intracellulaire peut être responsable de la fermeture des canaux. Ceci est un processus de protection. Si une cellule est lésée, le calcium entre, alors que d'autres éléments en sortent, et les jonctions communicantes propageraient ce désordre aux cellules voisines. Nous allons voir à présent le rôle que peuvent jouer les jonctions GAP dans une démarche de thérapie. La thérapie suicide consiste à modifier des cellules que l'on veut éliminer afin qu'elles produisent une substance toxique à partir d'une prodrogue. Elle est particulièrement étudiée dans le cas des cancers. On administre un gène étranger, normalement absent du génome humain. Par exemple, la thymidine kinase du virus herpès simplex ou HSV-TK. La protéine nouvellement produite par la cellule a une activité enzymatique responsable de l'activation de la prodrogue. Ici, le ganciclovir est phosphorylé. Le ganciclovir triphosphate est un analogue de la guanosine triphosphate, mais sa structure empêche l'élongation de l'ADN lorsqu'il s'intègre à l'ADN. Ceci bloque la progression de l'ADNA polymérase, ce qui conduit à l'apoptose. Voici une mise en œuvre expérimentale de cette stratégie. Des cellules de la lignée C6, qui sont des cellules dérivées d'un gliome de rat, sont greffées dans le cerveau de rat. Ces cellules ont été préalablement modifiées ou non pour exprimer HSV-TK. Lorsque la tumeur est développée, on administre le ganciclovir. À un temps court, après l'administration de drogue, on peut représenter les résultats par un histogramme à gauche. L'administration de ganciclovir à des rats dont la tumeur est composée de C6 sauvages n'a pas d'effet significatif. Il faut comparer ici G2 à G1. Au contraire, ce traitement réduit considérablement la taille de la tumeur lorsque les cellules sont modifiées pour exprimer HSV-TK. Comparons ici le groupe G4 à G3. Au long cours, on représente les résultats par la fraction de rats survivants dans chaque groupe en fonction du temps, ce qui est représenté à droite. Le taux de survie est directement associé à l'efficacité du traitement, et les résultats que l'on peut observer ici sont en accord avec ceux de la figure de gauche. On s'est aperçu ensuite qu'il n'était pas nécessaire d'administrer le gène exogène à toutes les cellules tumorales et que l'apoptose se propage de proche en proche. C'est l'existence des jonctions communicantes qui explique cette observation. La drogue active, produite dans certaines cellules, diffuse au sein de la masse tumorale par le biais des jonctions communicantes. Malheureusement, l'efficacité de telles stratégies n'est pas garantie puisque les cellules tumorales humaines sont souvent dépourvues de telles jonctions en raison de l'absence d'expression des connexines ou parce que les connexines sont mutées, donc non fonctionnelles. Les structures de contact entre les cellules servent principalement à la reconnaissance et à l'adhérence. Nous allons voir une expérience qui met en évidence la reconnaissance de la cellule par une autre cellule. Nous allons prélever chez un embryon de vertébré les cellules de rétine et les cellules de foie. Nous allons dissocier chaque groupe de cellules dans une suspension cellulaire. Chaque groupe de cellules
va être marquée de façon fluorescente, de façon différente également. L'une en rouge, l'autre en verte. Puis, on va recultiver l'ensemble de ces cellules ensemble. On va observer que ces cellules s'agrègent, mais en fonction de l'identité et donc de l'origine de ces cellules. Les cellules de rétine entre elles et les cellules de foie entre elles. Cette expérience démontre que deux cellules identiques ou différentes peuvent se reconnaître et adhérer l'une à l'autre de façon exclusive. Les structures d'adhérence intercellulaire seront développées dans le cours d'un autre enseignant de biologie cellulaire. Il existe des molécules membranaires qui participent à la communication entre deux cellules, mais qui n'ont aucun rôle dans l'adhérence cellulaire. Les molécules Fas et son ligand, donc Fas-ligand, sont un exemple. La molécule Fas-ligand est un membre de la famille du TNF, facteur impliqué dans la régulation de l'apoptose et de la survie. Elle existe sous forme transmembranaire et soluble. Elle fait 278 acides aminés pour environ 40 kDa. Dans les conditions physiologiques, il est exprimé par les cellules lymphoïdes activées dans l'œil, le testicule, le cerveau. Son expression peut être retrouvée au niveau des cellules tumorales, quelle que soit leur origine tissulaire. Fas est une protéine transmembranaire. C'est un membre de la famille des récepteurs du TNF. Il existe sous forme trimérique quand il est activé. Il fait environ 335 acides aminés. Son expression est ubiquitaire, c'est-à-dire qu'il est exprimé par toutes les cellules de l'organisme, dont les lymphocytes T. Fas-ligand est avant tout impliqué dans l'élimination des cellules qui sont la cible du système immunitaire. On voit ici une cellule cible exprimant Fas, donc un récepteur de mort. La cellule immunitaire effectrice, lymphocyte T, exprime Fas, non figuré, et Fas-ligand. Lors du contact entre les deux cellules, le ligand et le récepteur s'associent. Fas se trimérise, ce qui active une cascade intracellulaire d'activation des caspases, ce qui conduit à l'apoptose des cellules cibles. Les mécanismes de l'apoptose seront traités ultérieurement par le professeur François Berger. Fas permet également de neutraliser le système immunitaire, sinon de l'exclure. Ceci correspond à la notion de privilège humain. La définition du privilège humain est un site où les réponses immunes sont limitées ou absentes. La prise de greffe de tissu y est bien meilleure que dans les autres sites. Les sites du privilège humain sont physiologiquement le cerveau, l'œil, le testicule, les ovaires, l'utérus pendant la grossesse, et de façon pathologique, la tumeur. Cette propriété est sans doute due au fait qu'une inflammation pourrait gravement mettre en péril la fonction ou l'intégrité des organes considérés. Le cerveau et la chambre antérieure de l'œil sont des environnements particulièrement fragiles et sensibles. Et pour l'utérus, c'est pour prévenir le rejet du fœtus. Nous allons voir les expériences qui ont conduit Medawar à la notion de privilège humain qu'il a développée en 1948. Medawar a eu le prix Nobel de physiologie-médecine en 1960. Medawar a fait des expériences de greffe de tissu chez des lapins préalablement immunisés ou non. Tout d'abord, il réalise une greffe de peau au niveau de la peau d'un lapin receveur naïf. Le greffon est bien évidemment rejeté. Ensuite, il fait une greffe de peau au niveau du cerveau d'un lapin receveur naïf. Là, il observe que le greffon n'est pas rejeté. La conclusion intermédiaire est que le rejet de greffe n'est pas possible dans le cerveau. Sa troisième expérience est le fait qu'il greffe au lapin qui a déjà reçu une greffe au niveau de la peau et qui a rejeté un deuxième greffon, mais cette fois-ci de façon intracérébrale. Ce qu'il observe, c'est que le greffon est rejeté. En conclusion, un rejet de greffe peut bien s'opérer dans le cerveau. Or, nous savons que le rejet de greffe se fait en deux étapes. Tout d'abord, la reconnaissance du greffon comme tissu du non-soi, présentation de l'antigène, puis rejet, donc destruction proprement dite du greffon.
Les expériences de Medawar démontrent que si le rejet de greffe peut se faire dans le cerveau, celui-ci est dépendant d'une présentation préliminaire des antigènes. Ici, la greffe a été premièrement faite au niveau de la peau. En d'autres termes, les activités de présentation de l'antigène sont particulièrement faibles dans le cerveau, ce qui diminue d'autant les capacités de rejet de greffe. En pratique, les greffes survivent mieux dans le cerveau que partout ailleurs. Cela a conduit Medawar à proposer que le cerveau est un site de privilège humain. Les applications permises par cette propriété sont la greffe au niveau du tissu cérébral, comme cela a été réalisé en 1994 pour améliorer l'état clinique de patients parkinsoniens. Les raisons pour lesquelles le cerveau est un site de privilège humain sont les suivantes. Tout d'abord, l'existence de la barrière hémato-encéphalique, qui exclut partiellement les effecteurs humains, immunoglobulines, compléments, cellules. Le complexe majeur d'histocompatibilité est également peu exprimé dans le cerveau. Il y a donc peu de présentation possible des antigènes. Enfin, il y a peu ou pas de recrutement intracérébral des cellules de l'immunité après un stress. Celui par lequel nous avons commencé, l'expression de face, bien évidemment. Les sites de privilège humain correspondent à des tissus ou organes où face ligand est exprimée par d'autres cellules que celles du système immunitaire. L'expression de face ligand par des cellules tumorales, quelle que soit leur origine, évite leur destruction par les lymphocytes T. Ce sont les lymphocytes T activés et dirigés contre les cellules tumorales qui meurent. La réponse immunitaire dirigée contre les cellules tumorales est donc fortement réduite. De même pour les cellules infectées par le HIV qui expriment face ligand, surtout les lymphocytes CD4. Face ligand participe donc à l'échappement des cellules tumorales et HIV+, au système immunitaire. Nous allons voir à présent comment et pourquoi les cellules adhèrent à la matrice extracellulaire. Cette interaction cellule-matrice extracellulaire est réalisée par le biais des molécules d'adhérence au substrat, ou SAM. Les intégrines sont les principales SAM. Les SAM relient la matrice extracellulaire au cytosquelette. Leur structure, qui est comparable à celle des CAM, c'est-à-dire des molécules d'adhérence cellulaire, contient un domaine extracellulaire, capable de lier le ligand, un domaine transmembranaire et un domaine intracellulaire qui est en relation avec le cytosquelette. On retrouve également des molécules adaptatrices entre les SAM et le cytosquelette, comme pour les molécules d'adhérence aux cellules. Les interactions avec la matrice extracellulaire permettent l'adhérence des cellules, leur déplacement, donc leur motilité. Ces molécules n'ont pas seulement un rôle physique, elles permettent également le passage d'informations. Certaines molécules intermédiaires faisant la jonction entre les intégrines et le cytosquelette ont une activité enzymatique, comme la FAC, la kinase d'adhésion focale. La signalisation correspondant à l'existence d'un ancrage à la matrice extracellulaire par l'intermédiaire des SAM prévient l'apoptose. En effet, pour la plupart des types cellulaires, l'absence d'attachement à un substrat induit l'apoptose, c'est le phénomène d'anoïkose. Les structures d'adhérence au substrat seront développées dans le cours d'un autre enseignant de biologie cellulaire. Nous allons voir une expérience qui démontre que les SAM n'ont pas qu'une fonction physique d'adhérence et que leur mise en œuvre induit une réponse cellulaire. Ce premier exemple illustre que l'adhérence conditionne la survie des cellules. Les cellules endothéliales sont mises en culture sur 3 supports différents. Une surface recouverte de fibronectine, qui est un constituant de la lame basale, une surface recouverte d'albumine, qui n'est pas une molécule de la matrice extracellulaire, une surface recouverte de téflon qui empêche toute adhérence. Dans les 2 derniers cas, les molécules n'adhèrent pas au support et elles meurent en quelques heures. En conclusion, la survie des cellules endothéliales est conditionnée par l'adhérence à un support composé de matrices extracellulaires. Le second exemple illustre que l'interaction avec la matrice extracellulaire conditionne la fonction des cellules. On prélève des cellules hépatiques. Ces cellules hépatiques sont dissociées et mises en culture. On peut considérer que les hépatocytes in situ, donc dans le foie, étaient confluents et exprimaient des gènes spécifiques tels que l'albumine et des enzymes. Elles sont mises en culture de 2 façons différentes. Tout d'abord sur une matrice de collagène,
puis sur une matrice de laminine. Sur le collagène, elles adhèrent, mais les cellules restent arrondies, elles prolifèrent, ce qu'elles ne faisaient pas in situ, et elles perdent leur phénotype. Au contraire, sur la laminine, elles adhèrent, elles restent agrégées, demeurent quiescentes et conservent en partie leur phénotype. En conclusion, dans les deux cas, les cellules adhèrent au support, mais leur comportement diffère. La matrice conditionne donc la fonction cellulaire, et ce par le biais des molécules d'adhérence, qui informent la cellule de la qualité du support. L'essentiel de la communication intercellulaire se fait via des signaux diffusibles. On peut les répartir en trois classes, les molécules hydrophiles, les molécules hydrophobes et les gaz. Les molécules hydrophiles circulent librement dans le milieu extracellulaire, mais elles ne peuvent franchir les membranes cellulaires composées de phospholipides. Il y a donc l'existence de récepteurs à la surface associés à un mécanisme de transduction du signal. Nous avons l'exemple des hormones peptidiques, hypophyse, pancréas, facteurs de croissance et neurotransmetteurs. Un récepteur est une protéine comportant plusieurs domaines, dont un domaine extracellulaire fixant la molécule signal et un domaine intracellulaire permettant de faire passer l'information à l'intérieur de la cellule. Ceci sera vu plus tard. Les molécules hydrophobes sont transportées dans le sang ou le milieu extracellulaire par des transporteurs. Elles franchissent par contre librement les membranes et se fixent à des récepteurs intracellulaires, qu'ils soient cytoplasmiques ou nucléaires. Nous avons l'exemple des hormones stéroïdes, thyroïdiennes, vitamines A et D. Ce sujet sera traité par Serge Bottary. Il y a peu de gaz impliqués dans la communication intercellulaire. Le mieux connu est le NO. Le NO, ou monoxyde d'azote, est un messager à vie brève qui franchit librement les membranes et interagit avec une enzyme cytoplasmique. Ces propriétés en font un médiateur paracrine par excellence. La paracrinie sera vue ultérieurement. Il y a 4 grands systèmes de communication par le biais des messagers diffusibles. Le système endocrine, paracrine, autocrine et synaptique. Nous allons les voir en détail. L'endocrinie est une communication à distance. Les messagers sont les hormones. Les hormones sont synthétisées par des cellules endocrines. Les étapes de cette communication sont les suivantes. Tout d'abord, l'hormone est sécrétée dans le milieu extracellulaire ou interstitiel ou dans le sang. Elle diffuse jusqu'à la circulation sanguine générale, puis dans tout l'organisme, en quittant les capillaires dans chaque tissu. L'ensemble des cellules de l'organisme est donc en contact avec les hormones. Et les cellules cibles qui portent des récepteurs spécifiques vont pouvoir répondre. Les 2 caractéristiques principales de cette communication sont une diffusion lente, de l'ordre de la minute, donc un délai long et une action prolongée. Et la concentration en médiateur est très faible, inférieure à 10-8 molaires, à cause de la dilution du messager dans le volume sanguin et le volume tissulaire. La figure du bas illustre la complexité du système endocrine, puisque de nombreuses hormones sont libérées et donc présentes simultanément dans la circulation. Seules les cellules exprimant le récepteur spécifique d'une hormone y répondent. Les systèmes paracrine et autocrine sont des systèmes de communication locale. Le médiateur agit à faible distance, l'action est donc plus rapide que le système endocrinien. Dans l'autocrinie, la cellule est elle-même sensible aux facteurs qu'elle sécrète, la cellule qui a sécrété ou une cellule voisine de même type. Dans la paracrinie, ce sont 2 cellules différentes qui sont opposées, la cellule émettrice et la cellule réceptrice. Ces 2 systèmes de communication, autocrinie et paracrinie, vont composer des véritables boucles de signalisation, donc un dialogue cellulaire. Nous allons voir 3 exemples d'auto- et paracrinie. Le premier concerne les vaisseaux sanguins. Il s'agit de la réponse rapide des cellules de la paroi d'une artère à l'augmentation de débit sanguin. Lorsque le débit sanguin augmente, les contraintes mécaniques augmentent également, c'est ce que l'on appelle les forces de cisaillement ou shear stress. Ces forces de cisaillement vont induire une réponse des cellules endothéliales qui forment la lumière.
les cellules endothéliales vont produire du NO grâce à la NO-synthase. Ce NO va se libérer et diffuser jusqu'à la cellule musculaire lisse adjacente, donc extrêmement voisine. Là, il va induire le relâchement de la cellule musculaire lisse, ce qui va permettre une augmentation du diamètre vasculaire. Cette augmentation du diamètre vasculaire va réduire le débit vasculaire et les forces de cisaillement. L'acétylcholine exerce une action relaxante sur la paroi des artères. Cette action est tout à fait comparable à celle du shear stress. L'acétylcholine libérée par les terminaisons des nerfs autonomes situés dans la paroi des vaisseaux induit la libération de NO par les cellules endothéliales. Le NO induit à son tour le relâchement des cellules musculaires lisses. En médecine, on utilise des donneurs de NO, la nitroglycérine, le nitroprusside de sodium, ou SNP, ou d'autres agents encore, dans l'angine de poitrine, qui est un problème d'irrigation sanguine cardiaque. Cette image est une photographie d'une tumeur sous-cutanée que l'on a implantée dans le flanc d'une souris ou d'un rat. Les cellules se développent jusqu'à donner cette tumeur de grosse taille. Les cellules tumorales sont généralement autocrines. Elles produisent des facteurs de croissance auxquels elles sont sensibles. Ici, l'EGF, ou Epidermal Growth Factor, ou facteur de croissance de l'épiderme. L'EGF est un facteur dont la fonction est ubiquitaire, puisqu'il stimule la croissance et la division de quasi toutes les cellules. Cependant, sa production est normalement restreinte aux glandes sous-maxillaires, la rate et aux poumons. En termes de paracrinie, on va retrouver le VEGF. La plupart des cellules tumorales libèrent du VEGF, auquel elles sont insensibles. Le VEGF, ou facteur de croissance endothéliale vasculaire, est un médiateur central de l'angiogénèse physiologique et pathologique. Ici, le VEGF a permis le développement d'une forte vascularisation de la tumeur à partir du réseau vasculaire normal environnant. Lors d'une réaction immunitaire spécifique, les cellules présentatrices de l'antigène, ou CPA, exposent un antigène à la surface des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de niveau 2. L'antigène est reconnu par les molécules TCR, récepteurs des lymphocytes T auxiliaires ou helpers. Cette présentation de l'antigène s'effectue dans un contexte très complexe qui associe d'une part le TCR et le CMH2, véritablement responsables de la présentation de l'antigène, et d'autre part un grand nombre de protéines qui vont aider à cette présentation ou simplement permettre l'adhérence des deux cellules pour que la présentation puisse avoir lieu. Lorsque la présentation de l'antigène s'effectue, la cellule présentatrice de l'antigène produit de l'interleukine 1, ou IL-1, qui active le lymphocyte TH, ce qui participe au processus de présentation. L'activation des lymphocytes TH se traduit par l'expression du gène de l'IL-2 et du récepteur correspondant, IL-2 récepteur, par les lymphocytes TH. Le récepteur est ensuite exprimé à la membrane et l'IL-2 est sécrété dans le milieu extracellulaire. La fixation de l'IL-2 à son récepteur provoque la multiplication des lymphocytes TH. L'expression du récepteur de l'IL-2 est transitoire. Elle cesse environ une semaine après la stimulation du TCR. Ceci permet de limiter la prolifération des lymphocytes T helper. Enfin, le dernier mode, le mode synaptique. L'information peut être transmise sur de longues distances au moyen de l'impulsion électrique le long des fibres nerveuses. L'impulsion électrique est convertie en signal chimique lorsque la cellule libère le neurotransmetteur. C'est un système qui est relativement proche de la paracrinie. Le médiateur est sécrété brutalement, la diffusion est limitée à l'espace synaptique, la concentration locale est élevée. Par exemple, la concentration en acétylcholine est de 5-10-4 molaires au niveau de la jonction neuromusculaire. Le signal est rapidement éliminé, le médiateur étant dégradé ou recapté, et les récepteurs spécifiques de relativement faible affinité pour le neurotransmetteur sont présents sur la cellule réceptrice. Ces récepteurs à faible affinité font qu'ils sont insensibles à de faibles concentrations de médiateurs issus des synapses voisines. Les deux dernières caractéristiques, c'est-à-dire la dégradation rapide et le fait que les récepteurs aient une faible affinité, confèrent une précision spatiale et temporelle du signal et donc du rythme du signal fidèlement retransmis d'une cellule à une autre.